évoque aussi de l'insécurité alimentaire, de la malnutrition. Oui, on a des chiffres de malnutrition qui commencent à être assez alarmants. Au mois d'avril, on a eu un doublement de nos cas de malnutrition à Ramire et maintenant on arrive à des chiffres de 400%. On a évidemment de plus en plus de déplacements de population à cause des combats ou des bombardements. Nous, on est à peu près dans la zone où nous sommes le seul acteur humanitaire à Ramire, plus de 10 000 déplacés. Si au départ les gens qui arrivaient étaient à peu près dans une condition acceptable, maintenant les gens arrivent à pied et arrivent dans des conditions sanitaires déplorables et en effet nous avons de plus en plus de cas de malnutrition. Pour compléter, en l'absence de Philippe Leclerc, donc la question des réfugiés, on l'évoquera avec lui s'il nous rejoint, mais la question des réfugiés aussi, des personnes déplacées, qui est très importante. Vous évoquiez tout à l'heure des chiffres, hein, des fourchettes qui varient quand même de quelques centaines de dizaines de milliers à presque 1 million. Donc on verra avec Philippe Leclerc quand il nous rejoindra. Mais rappelons aussi qu'on est dans le cadre en fait d'un conflit non international mais internationalisé, hein, dans le jargon CICR, ce qui est compliqué, donc nous fait parler de personnes déplacées et pas de réfugiés. Et je voudrais peut-être maintenant vous passer la parole et puis signaler la présence parmi nous donc de Khadija Al-Salami, qui est yéménite, qui est cinéaste et qui est l'auteur d'un film, d'une fiction autour du statut des jeunes femmes yéménites, un film que vous pourrez voir à la fin de l'année, qui sera diffusé à la fin de l'année. Ce film s'appelle Moi, nous disant divorcés, c'est donc sur cette question des mariages forcés. Et ce film a été tourné à Sanaa et dans des villages aux alentours de Sanaa avant le conflit. Et j'aimerais que vous puissiez, en quelques mots, peut-être nous donner une réaction. Si vous avez un micro, merci. Ouais, j'ai un micro, mais oui, vraiment... levez-vous, merci. Ouais, après attendre ce que vous venez de dire, je suis déjà horrifiée de ce qui se passe au Yémen. C'est très dur. J'ai ma famille, j'ai toutes les gens que j'aime qui est en train d'être détruits. Et ce que vous dites là, je me demandais, est-ce que le monde est conscient de ce qui se passe au Yémen? Et justement, vous êtes conscient de ce que vous venez de dire. Mais comment on peut arrêter cette guerre qui tue tout? Pas seulement l'être humain, son héritage et son histoire et tout ça, mais tout le monde est en train de voir tout ce qui se passe et on ne fait pas grand-chose, je crois. La diplomatie, c'est pas seulement un conflit extérieur, c'est au-delà, on sait bien, c'est au-delà et on voit un pays qui bombarde tout le jour, tout le Yémen, sans réagir. C'est la fin de l'humanité, c'est dur de voir tout ça. Je ne sais pas comment c'est difficile pour moi en tant que yéménite, mais je suis sans mots parce que à travers ce qu'on fait, nous les femmes, pour se battre pour le droit de l'homme, le droit de la femme et des enfants, il n'y a plus on parle plus maintenant. C'est maintenant comment on survit. Tout ça, ce qu'on a essayé de faire pendant des années, de combattre, de lutter, et tout est parti parce qu'il y a un pays qui a des intérêts régionaux, des intérêts intérieurs, et en train de bombarder un pays comme le Yémen, et personne ne fait quoi que ce soit. C'est ça ce qui est dur. C'est ça ce que je n'arrive pas à comprendre. Il y a des problèmes yéménites, c'est vrai. Il y a des politiciens, je blâme. Premier plan, c'est les politiciens yéménites qui ont amené le pays à cet état-là. Mais il n'a aucun droit à notre pays de venir de bombarder le Yémen comme ça se passe en ce moment. Les Yéménites, ils peuvent gérer leurs problèmes eux-mêmes. On sait qu'il y a un problème. Comme ils ont réussi à chuter le régime d'Ali Abdallah Saleh, les Yéménites, ils peuvent faire la même chose avec les Houthis et d'autres s'ils ont la volonté et vraiment ils veulent avoir un changement dans ce pays. Mais c'est l'intervenante extérieure qui amène le pays dans cet état-là. On voit maintenant 25 millions en train de subir ces catastrophes humaines et vous faites ce que vous pouvez faire, mais je suis sûre que vous n'allez pas essayer de sauver ce monde-là. On peut sauver quelques milliers, mais pas ce monde-là. Donc il faut avoir peut-être, je ne sais, une action politique, c'est ça
la plus importante. C'est politique. La guerre n'amène aucune solution. À la fin, on tue, on détruit tout. Après, on est sur les tables en train de négocier. C'est ça, je ne sais pas quoi dire de plus, mais ça me met en colère, une tristesse énorme. Et voilà, en tant que yéménite, je ne sais pas, peut-être il y a d'autres personnes qui voulaient dire quelque chose. Peut-être toi, tu vas ajouter. Il y a un yéménite ici, un collègue qui est parmi nous. Peut-être il voulait dire ce qu'il pense de ce qui se passe au Yémen en ce moment. Allez-y, monsieur, merci. Merci. Je veux remercier le Croix-Rouge et les Médecins sans frontières, qu'est-ce qu'elle fait au Yémen. Mais le Yémen, dans cette période, il passe une catastrophe humanitaire. Comme l'Arabie Saoudite, elle détruira le Yémen complètement. Ce n'est pas seulement le Houthi, comme ils sont déjà expliqués comme un cible, mais ils sont ciblés les civils, ils détruire les enfants, l'humanitaire. Et comme vous le connaissez, les statistiques qui est la dernière, elle a fait par l'UNICEF qu'il y a plus de 2000 et quelques personnes qui sont mortes et plus de 100 000 personnes blessées. Le Yémen maintenant entre deux guerres, une guerre à l'intérieur et une guerre à l'extérieur, que l'Arabie Saoudite elle a entré. Ce n'est pas le droit pour l'entrée en guerre. Merci. Merci pour vos deux témoignages et votre interpellation. Parler effectivement du conflit du Yémen, je crois que c'est la première des choses. Il est malheureusement trop oublié dans l'actualité, submergé par d'autres conflits, etc. Et en même temps, vous avez en face de vous, là, à notre tribune, donc des personnes engagées, des personnes qui œuvrent pour essayer effectivement d'accompagner ce conflit et faire en sorte effectivement d'accompagner les populations et de trouver des solutions. Quelques questions peut-être avant que nous passions à une autre partie qui va s'attacher effectivement à détailler ce qui se passe dans ce conflit d'un point de vue militaire et en réaction à l'humanitaire. Quelques questions déjà par rapport aux premières interventions de nos intervenants. Vincent Taillandier de Action contre la faim. Et bonsoir et merci. Donc, je suis bien d'Action contre la faim et je précise que Action contre la faim est présente aussi au Yémen. Nous n'en sommes jamais sortis et nos équipes nationales et internationales font face aux mêmes difficultés qui ont été décrites par le CICR et MSF ici. Ma question, ou plutôt mes questions, il y a une question centrale et puis après quelques sous-questions. C'est selon vous, qu'est-ce qui explique les immenses difficultés d'établir un dialogue civilo-militaire au Yémen aujourd'hui? Parce que c'est quand même bien le constat, je crois qu'il y a eu beaucoup de communiqués de presse, beaucoup d'alertes. Le monde, effectivement, manifestement, ignore le drame qui se passe au Yémen, et pourtant le monde sait très bien ce qui se passe au Yémen. Alors, les sous-questions, alors qu'est-ce qui explique cette difficulté d'établir un dialogue? Je reprendrai Monsieur Lafont-Rapnouil, la France mise sur le dialogue établi par les UN. Moi, je me pose la question, est-ce que les Nations Unies aujourd'hui sont la solution pour arriver à stabiliser la situation? Parce que ce n'est pas le seul endroit au Moyen-Orient aujourd'hui où il y a un conflit qui s'enlise et où les Nations Unies, manifestement, n'arrivent pas à mettre en place ce qu'ils sont censés faire. Et du coup, je poserai la question, est-ce qu'au-delà des Nations Unies, est-ce qu'il y a un dialogue aujourd'hui avec de nouveaux acteurs dans le monde humanitaire par ailleurs, mais aussi au niveau de la diplomatie internationale, comme l'OIC, qui a pu jouer un rôle à un moment donné, notamment en Somalie, qui va certainement jouer un rôle en Syrie. Et enfin, et là c'est peut-être plus une remarque, mais est-ce qu'aujourd'hui est-ce que finalement le monde n'est pas en train de sacrifier une diplomatie pour la protection du droit international humanitaire au profit peut-être d'une diplomatie économique ou d'une diplomatie militaire sur l'agenda du contre-terrorisme? Voilà, merci. Merci. Vincent, si tu permets, je garderai peut-être ta question pour la partie que nous allons ensuite évoquer, qui va tourner autour effectivement du dialogue possible. Mais peut-être auparavant, entrons peut-être un peu plus dans le détail de ce conflit. Et notamment, je voulais, Laurent Bonnefoy, me retourner vers vous.
Vous avez publié récemment une tribune dans la presse très critique sur cette intervention de la coalition et sur les dégâts qu'elle occasionnait. Donc quel est votre regard que vous portez justement sur l'impact de cette coalition depuis maintenant 5 mois? Alors, l'impact de l'intervention de la coalition est évidemment catastrophique. Il est catastrophique par rapport aux objectifs qui ont été fixés, qui étaient ceux de rétablir en fait le pouvoir du président légitime, avec des guillemets, puisqu'il y avait quand même tout un questionnement sur le plan de la légitimité constitutionnelle, du maintien de sa légitimité constitutionnelle, dans le sens où le président Hadi avait été élu pour 2 ans. Au terme de ces 2 ans, il y avait eu un renouvellement, mais par un simple, non pas une élection, mais un renouvellement pour une année, et son terme devait se terminer le 15 février. Et donc, considérer qu'encore aujourd'hui, il est le président légitime pose question. Mais au-delà de cette dimension catastrophique par rapport à l'objectif qui est celui de rétablir la légitimité, donc, on a bien une situation humanitaire qui est catastrophique, une situation, et on vient d'en parler, une situation politique avec une polarisation qui est extrême entre les groupes politiques, entre les différents partis, qui finalement ont une logique extrêmement... je pourrais qualifier d'extrême les uns vis-à-vis des autres, avec une logique de destruction qui s'est mise en place. Et puis ensuite, on peut aussi se poser une question sur la dimension aussi destructrice du tissu social yéménite, avec l'intégration, on va dire, d'une logique de polarisation confessionnelle entre les sunnites et les chiites, qui se trouve valorisée par l'intervention d'une coalition sunnite qui a prétendu que l'un de ses objectifs, c'était aussi de contrer les avancées chiites. Et donc, cette polarisation, elle est destructrice parce qu'elle est à rebours de toute l'histoire yéménite et ce que je vous avais décrit initialement, à savoir le fait que, finalement, les haïdites n'étaient pas pleinement des chiites. Et aujourd'hui, parce que on a des bombardements qui appuient cette logique-là, on a finalement une légitimation aussi, indirecte soit, mais une légitimation concrète du discours porté par les groupes islamistes sunnites les plus violents, et particulièrement Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et à cet égard, on constate que sur le terrain, et particulièrement dans l'est du pays, on a le terrain qui est occupé aujourd'hui par des groupes qui sont alliés ou en accointance avec les groupes djihadistes. Et la chute de la 5e ville, Mukalla, qui signale bien combien on est dans une situation qui potentiellement peut dégénérer et aboutir à une situation à la syrienne ou à l'irakienne.